Bon, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très content de reprendre une série de cours après m'être malheureusement interrompu en grande partie l'année dernière. Et donc, le programme de cette année est consacré aux oxydes de métaux de transition et particulièrement au contrôle des fonctionnalités de ces oxydes par différents moyens, je dirais, du physicien. Principalement la capacité à fabriquer des films minces et des hétérostructures de manière bien contrôlée. Et puis, si j'ai le temps, vers la fin du cours, je donnerai aussi une petite idée d'un domaine de recherche émergent qui est le contrôle de ces matériaux par des impulsions lumineuses sélectives et ultra rapides. Ce dernier sujet pourrait faire l'objet de tout un cycle de cours que je ferai peut-être ultérieurement, mais j'essaierai quand même d'en donner un petit aperçu dans le dernier cours, sachant qu'il y a eu, au mois de février, une série de 4 cours d'Andrea Cavalieri qui étaient en grande partie consacrés à ce sujet-là. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est vraiment une introduction très très générale. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que, comme vous le constatez, et comme c'est la règle au collège, le cours est en français. J'imagine qu'il y a quelques non-francophones dans la salle. Donc, la manière dont je gère ça, c'est que l'ensemble des transparents est en anglais. Et cette année, je vais essayer de temps en temps de dire une ou deux phrases en anglais pour que les non-francophones puissent se repérer un petit peu simplement dans la logique du cours. OK, so once in a while during the lecture, which is in French, there will be a couple of sentences to help you get organized through the slides, which will be in English. Donc, je voudrais d'abord vous annoncer notre orateur du séminaire d'aujourd'hui, Jean-Marc Triscone, de l'Université de Genève, qui est ici. Je suis très reconnaissant à Jean-Marc de venir inaugurer cette série. Il va nous parler, bien sûr, d'effets aux interfaces entre oxydes, et en particulier, il va nous faire un point sur l'actualité de LAO-STO, qui est un système dont je commencerai tout petit peu à vous parler dans le cours d'aujourd'hui, et dont Jean-Marc est un des très grands spécialistes, et il nous fera une revue sur ce sujet, sur la supraconductivité dans ce système, et aussi sur d'autres aspects, je suppose. Pour vous donner un petit peu une idée du déroulement des 6 séances de cours et séminaires, donc comme je l'ai dit aujourd'hui, une vue d'ensemble en ce qui concerne le cours, le séminaire de Jean-Marc sur les effets d'interface, les gaz, les liquides d'électrons 2D aux interfaces et LAO-STO. Le cours de la prochaine fois sera consacré à une introduction un petit peu plus en profondeur à la structure des oxydes de métaux de transition, donc les aspects vraiment structuraux, et puis les aspects de structure électronique qui sont évidemment étroitement liés aux aspects structuraux. Donc, ce sera une introduction générale, mais qui sera évidemment, je dirais, orientée vers les aspects hétérostructures. Je parlerai pas mal de matériaux massifs pour introduire le sujet, mais avec de temps en temps des digressions en direction des hétérostructures, des effets de contrainte, etc. Et le séminaire de la prochaine fois sera un séminaire un petit peu plus long que les autres, à 2 voix, qui sera donné par Alexandre Glotter et Odile Stéphan, qui sont ici, je les en remercie, du LPS Orsay, qui vont nous parler de techniques de microscopie électronique pour l'exploration de la structure de ces oxydes, films minces, hétérostructures d'oxydes. Toutes les méthodes de type STEM, Mills, etc., jouent un rôle extrêmement important dans l'étude de ces matériaux. Et je suis un très mauvais spécialiste, pas du tout un spécialiste de ces techniques. Donc, je fais entièrement confiance à Alexandre et Odile pour introduire le sujet et pour m'apprendre des choses sur ces techniques. Ensuite, il y aura une série de 2 cours, celui du 9 mai et du 16 mai, qui seront consacrés
au nickelate, donc au système de type une terre rare nickel O3, à la fois sous forme de matériaux massifs et sous forme de film mince et hétérostructure film mince sous contrainte. Alors la raison pour laquelle je voudrais vous parler des nickelates, bon, c'est d'abord parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis 3-4 ans. Et comme vous savez, c'est à peu près impossible de faire un cours au Collège de France sur quelque chose sur lequel on ne travaille pas soi-même. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce sujet. L'autre raison, évidemment, c'est la plus importante, c'est que ce sont des systèmes extrêmement intéressants, à la fois du point de vue de leurs propriétés physiques, et du point de vue conceptuel. Alors, du point de vue de leur propriété physique, c'est parce que ces systèmes, entre autres, ont une transition métal-isolant qui est remarquablement contrôlable et qu'on peut même espérer faire du contrôle des degrés de liberté orbitaux, de la distance en énergie des différentes orbitales du nickel dans ces systèmes, voire même fabriquer un supraconducteur synthétique. Ça n'a pas encore marché, mais ça marchera peut-être dans ces systèmes ou dans d'autres. Donc ça, c'est l'intérêt conceptuel, disons, du point de vue fonctionnalité. Du point de vue théorique, la compréhension de la transition métal-isolant de ces systèmes et d'une manière générale je dirais de la physico-chimie des orbitales électroniques dans ces systèmes a été l'objet de pas mal de controverses et de débats. Ce n'est pas une transition de mode classique. Il est clair qu'on est plutôt dans un régime où il y a des trous sur les orbitales d'oxygène, un sujet dont j'ai beaucoup parlé avec Jean-Marie Tarascon en particulier. Et je voudrais vous parler un petit peu de la vision théorique qu'on a actuellement de ce problème. Je pense qu'il y a pas mal de progrès qui ont été faits pour obtenir une image finalement assez cohérente de la transition métal-isolant dans ces nickelates. Donc il y aura 2 cours qui seront consacrés au nickelate. Et en parallèle, on aura 2 séminaires qui ne sont pas directement liés au nickelate, parce que je pense que les 2 cours suffisent à peu près à couvrir l'essentiel. Il y aura un premier séminaire, le 9 mai, qui sera donné par Marcelo Rosenberg, qui est aussi au LPS Orsem et qui reviendra pour la circonstance de son sabbatique à San Diego, pour nous parler de mémoire résistive essentiellement. Alors il a donné même un titre un petit peu plus fancy, où il parle de synapses artificielles. Les nickelates sont d'ailleurs un des systèmes pour lesquels qu'on utilise pour ce type de device. Donc Marcelo est un grand spécialiste des mémoires résistives. Il a pris le sujet très très tôt et il va nous donner une vue un petit peu générale. Je vais assez peu parler d'applications dans ce cours, de temps en temps de manière un peu allusive, et c'est probablement le séminaire qui sera le plus proche d'une des applications possibles de toute cette physique des films minces et hétérostructures d'oxyde, à savoir des mémoires stables par application de pulses de courant. Le deuxième séminaire, donc le 16 mai, sera donné par Andrés Santander Ciro, qui est à Orsem et dans un autre labo, c'est CNSM, et il va nous parler de nouveau de liquide électronique aux interfaces, mais cette fois à l'interface libre de différents systèmes, dont STO. Donc ce sera un séminaire, je pense, assez complémentaire de celui de Jean-Marc. Étant une interface libre, on peut étudier ces systèmes par photoémission, par spectroscopie de photoémission, dont Andrés est un très bon spécialiste, et il va nous parler évidemment de ça. Ces 2 séminaires, celui de Jean-Marc et celui d'Andrés, font que je vais très peu dans ce cours parler en détail des gaz d'électrons 2D ou des liquides d'électrons 2D aux interfaces. Je vais beaucoup plus me concentrer sur l'aspect hétérostructure film mince, donc le passage du matériau massif au matériau en film mince. Et je m'appuie sur les 2 séminaires pour parler des gaz et liquides d'électrons aux interfaces. Alors, le 23 mai, le cours et le séminaire sont très liés. En effet, je vais vous parler de ruténate. Donc je donnerai une sorte de revue générale de la structure électronique des ruténates, en particulier des matériaux 2,1,4, donc les matériaux une couche dans la série de Rudelsden-Popper. Il y a eu beaucoup de progrès sur la compréhension de la structure électronique des ruténates au cours de ces dernières années, et en particulier sur la compétition entre les différentes interactions qu'il y a dans ces systèmes. Donc il y a évidemment une répulsion de Coulomb comme dans tous ces systèmes, et il y a surtout un couplage de Hund qui joue un rôle très important.
Et puis une constante de couplage qui est beaucoup plus petite, qui est le couplage spin-orbite, mais qui joue un rôle important pour la fermiologie à basse énergie. Et il y a pas mal de choses qui ont été comprises ces derniers temps là-dessus. Donc je vais vous donner un peu une vue générale des ruténates. Et puis Darrell Schlom, qui vient de Cornell pour ces séminaires, va nous parler bon, il va nous faire une sorte de revue générale du contrôle des oxydes par hétérostructure et MBE en particulier. C'est vraiment un artiste du domaine. Mais une partie de son séminaire sera consacrée à un très joli travail où ils ont étudié les changements de la structure électronique des ruténates par application de contraintes liées au substrat. En particulier, on peut faire passer la singularité de Van Hove d'un côté à l'autre de la surface de Fermi et voir les effets associés en photoémission. Donc ça sera très bien couplé, je pense, j'espère tout au moins, au cours. Darrell a aussi fait des choses vraiment magnifiques, j'en parlerai un tout petit peu dans l'introduction d'aujourd'hui, sur la ferroélectricité et les multiferroïques, les hétérostructures, pour faire des ferroélectriques et des multiferroïques, et je lui ai demandé d'en mettre un petit peu dans son séminaire aussi, parce que les résultats sont très bons. Voilà, et puis le dernier cours, celui du 30 mai, si j'y arrive, si je n'ai pas pris trop de retard d'ici là, sera en principe consacré à quelques notions générales sur le contrôle par des impulsions lumineuses sélectives et ultra rapides, ce qu'on appelle la phononique non linéaire. Donc ça résonnera bien avec le cours d'Andrea Cavalieri, mais avec une perspective un peu différente. Si j'y arrive pas, je ferai sans doute un cycle de cours là-dessus une autre fois. Et puis le séminaire sera donné par Manuel Bibes, qui est une des personnes qui travaille le plus en France sur les hétérostructures d'oxyde, qui est à Thales, Palaiso, laboratoire joint CNRS Thales, qui va nous parler du contrôle par le champ électrique du magnétisme dans les hétérostructures d'oxyde. Donc voilà un petit peu déroulé le planning de ces cours. Comme vous le voyez, en fait, c'est une assez large revue, mais c'est un très très vaste domaine qui s'est énormément développé depuis une quinzaine d'années. Je n'ai aucune idée du nombre d'articles qui ont trait à ce domaine depuis 15 ans, mais c'est certainement plusieurs milliers, ça c'est sûr, avec des conférences dédiées régulièrement, un sujet qui progresse vite, donc il est complètement impossible en 6 cours de donner une image exhaustive du sujet. J'ai fait un choix qui est un choix d'une part en fonction de mes compétences et intérêts personnels, et puis d'autre part en fonction des orateurs que j'ai pu inviter. J'essaierai de donner, il y a beaucoup de revues, d'articles de revues qui ont été publiés au cours de ces 5 à 10 dernières années. J'essaierai de donner les références au fur et à mesure pour que vous puissiez approfondir les différents sujets. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas traiter. Bon, alors la première chose que je voudrais faire, donc encore une fois, le cours d'aujourd'hui est un cours extrêmement généraliste. Hein. Le but, c'est de vous montrer, je ne dirais pas de faire une sorte de botanique, mais enfin presque, quand même, de vous montrer la variété du sujet, l'intérêt du sujet, dans une perspective très large. Donc, je vais commencer ce cours en vous donnant un aperçu de pourquoi on s'intéresse aux oxydes de métaux de transition, finalement. Quand on pense oxyde de métaux de transition, on peut penser à quelque chose comme ça, hein, la rouille. Ça n'a pas l'air d'être de la physique extrêmement sophistiquée. On peut penser à des choses déjà un petit peu plus intéressantes, comme ça, qui est un supraconducteur à haute température critique, LSCO. Et puis, on peut penser à des progrès beaucoup plus récents sur l'élaboration de ces systèmes. Et voilà une image d'un sandwich de différents oxydes. Donc, c'est le système lantane TiO3, strontium TiO3, dont je vais reparler dans la suite de ce cours. Cette image est une version un peu plus colorée d'une image qui est extraite d'un très bel article de Harold Wang et collaborateurs, qui a un petit peu lancé, qui a été un des articles qui a lancé ce sujet dans les années 2000. Donc vous voyez qu'entre ceci et ceci, il y a quand même
un très grand progrès dans les méthodes d'élaboration et le contrôle de ces systèmes plan atomique par plan atomique. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux oxydes de métaux de transition? D'abord, de quoi parle-t-on? Donc les métaux de transition, comme je pense la plupart d'entre vous le savent, ce sont les métaux d'abord de cette première ligne 3D de la classification périodique où on commence à remplir la couche 3D avec des électrons, donc du scandium au zinc. Mais on peut aussi parler de métaux de transition dans le cas du remplissage progressif de la couche 4D. Donc je vous parlerai par exemple, comme je l'ai dit, d'oxyde de ruthénium. C'est un métal de la couche 4D qui est ici. Je vais peu parler, même probablement pas du tout parler, de métaux de transition de la couche 5D dans ce cours, bien que ces métaux de transition, en particulier les iridates, mais également d'autres, aient fait l'objet au cours de ces dernières années d'un très grand intérêt et de pas mal de recherches en raison de l'importance du couplage spin-orbite dans ces éléments lourds. Donc, oxydes de métaux de transition. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces oxydes déjà sous leur forme massive? Alors, du point de vue du physicien, une des raisons pour laquelle on s'y intéresse, c'est que ce sont des systèmes dans lesquels on assiste à on observe des propriétés qui sont profondément originales, qui sont dues à la forte interdépendance des électrons entre eux. Donc, ce qu'on appelle souvent dans le jargon des physiciens, qui ne parlent pas toujours aux chimistes, les fortes corrélations électroniques, strong electronic correlations. Le fait que les électrons soient fortement interdépendants vient du fait que dans ces systèmes, en particulier dans les oxydes de métaux de transition 3D, les orbitales atomiques des électrons 3D sont relativement concentrées autour du noyau. Donc les énergies caractéristiques de transfert électronique d'un site à l'autre sont relativement faibles par rapport, ou comparables en tout cas, par rapport aux interactions de Coulomb. Et donc, on est dans un régime où les interactions jouent un rôle très important. Alors, la meilleure preuve que les interactions jouent un rôle important, c'est que si vous regardez la classification périodique, eh bien, ces métaux, déjà à l'état monoatomique d'éléments, dans les systèmes cristal monoatomiques, on a des matériaux magnétiques, ce qui est bien la preuve que les interactions électroniques jouent un rôle essentiel. Quand vous passez, je ne sais pas, du nickel à l'oxyde de nickel, vous mettez le nickel dans une cage d'oxygène, et cette cage d'oxygène a pour résultat, puisque le transfert électronique d'un site de nickel à l'autre doit se faire par saut sur les oxygènes, ce blocage du saut a pour résultat de limiter encore plus la largeur de bande électronique effective du nickel, et donc de conduire à des effets de forte corrélation encore plus prononcés. Alors, j'ai parlé un tout petit peu de magnétisme. Il y a toutes sortes d'autres phénomènes qui sont fortement liés aux interactions électroniques dans ces systèmes, et c'est pour ça qu'ils nous intéressent. Je vais vous donner quelques exemples. Transition métal-isolant, supraconductivité et encore d'autres propriétés. Et souvent avec des amplitudes importantes. C'est pour ça que je dis ici, je fais un peu de publicité à ce domaine en disant que les oxydes de métaux de transition font des big things. Alors voilà quelques exemples très connus. Encore une fois, c'est une introduction très générale. Quelques transitions métal-isolants. Alors un des exemples les plus honorés par le temps, si j'ose dire, c'est cet oxyde de vanadium, le sesquioxyde de vanadium, V2O3, dont vous avez souvent vu le diagramme de phase, qui est représenté ici en fonction de la température et de la pression. Alors la pression, ça serait si on part de V2O3 pur qui est ici et qu'on applique une pression positive. Ce que les gens ont constaté quand ils ont étudié ce système, en particulier à Bell Labs dans les années 70, mais aussi à Orsay, c'est qu'on pouvait induire dans ce système par substitution chimique sur le site du vanadium une sorte de pression négative qui augmente la maille du réseau. On ferait ça aujourd'hui en déposant ce système en film mince sur des substrats en tension. J'en parlerai pas mal dans la suite du cours, pas de V2O3, mais pour d'autres systèmes. Et quand on fait tout ça, on obtient un diagramme de phase où vous voyez qu'il y a à haute température déjà deux phases, une phase de basse pression, ou quand on est en contrainte tensile, qui est une phase d'isolant paramagnétique. Et puis, quand on met la pression sur le système, cet isolant paramagnétique devient un métal.
avec une transition qui est une transition du premier ordre ici, assez violente, où la résistivité saute de plusieurs ordres de grandeur. Donc voilà un exemple déjà dans le matériau massif, dans le bulk, d'une transition métal-isolant qui peut être contrôlée par la pression. Et puis bien entendu, comme cet état d'isolant paramagnétique est un état qui est une grande entropie de spin, puisque les électrons sont localisés sur les sites de vanadium et ils ont un spin qui est proche d'un spin 1 dans ce cas-là, eh bien, à basse température, ces spins doivent faire quelque chose, ils s'ordonnent, et on obtient un isolant antiferromagnétique. Donc vous voyez que ce diagramme de phase, simplement dans le matériau massif sous pression, a déjà 3 phases intéressantes. Une phase isolante paramagnétique, une phase métallique paramagnétique et une phase antiferromagnétique. Tout ça contrôlé par 2 paramètres, la température et la pression, dans le matériau massif. Alors, voilà encore un autre exemple de transition métal-isolant qui est beaucoup plus proche du sujet de ce cycle de cours, puisque je vais y consacrer 2 cours entiers, qui sont ces nickelates de terres rares. Donc R, ici, c'est une terre rare, R pour rare earth. Donc c'est une perovskite. Je reviendrai un petit peu plus tard et surtout la prochaine fois en détail sur la structure perovskite et ses distorsions en particulier. Dans ces nickelates, on sait depuis très longtemps, en fait ce sont des travaux dans le fameux groupe de chimie du solide de Bordeaux, qui remonte aux années 70, je pense, de Mazot et autres. Puis à Bell Labs et à IBM San José, Lacorre, Torrance dans les années 90, qui ont établi, toujours dans le matériau massif, un diagramme de phase pour ces systèmes qui est souvent représenté en utilisant, plus par simplicité qu'autre chose, un paramètre unique pour caractériser la distorsion du système, dont je parlerai en détail au prochain cours, qui est le facteur de tolérance, qui en gros, pour faire simple ici, mesure la déviation par rapport à une structure cubique idéale. Donc si on était à t égale 1 quelque part ici, on aurait vraiment une structure cubique, et puis au fur et à mesure qu'on substitue sur le site R, qu'on met une terre rare dont le rayon est de plus en plus faible, quand on augmente, quand on va de la gauche vers la droite dans la ligne 4F des terres rares, le rayon se contracte, ça c'est ce qu'on appelle la contraction des lanthanides, c'est parce que Z augmente, et donc la structure a besoin de se distordre pour accommoder ce rayon ionique de plus en plus faible, et vous voyez que ce qui se passe dans ce système, c'est que seul l'anthane nickel O3, donc le premier, est métallique à toute température. En revanche, pour tous les autres composés de terres rares, donc vous avez ici praséodymium, néodymium jusqu'à lutécium, et vous voyez que pour tous ces matériaux-là, il y a une transition métal-isolant, donc disons relativement mauvais métal à haute température, vers un isolant à basse température, et que ce qui est tout à fait remarquable dans ce système, c'est que la température de transition de cette transition métal-isolant dépend énormément du degré de distorsion, depuis le lanthane où la température est nulle, le praséodymium où il est autour de 100 K, jusqu'au lutécium où cette température de transition atteint 600 K. Donc il y a vraiment une contrôlabilité par la distorsion structurale de cette transition métal-isolant qui évidemment offre éventuellement des possibilités d'application quand on cherche des matériaux piézorésistifs par exemple qui ont une forte changement de leur résistivité électronique sous contrainte. Et donc, c'est un système intriguant à cause de ça. Vous verrez qu'il est intriguant à bien d'autres égards. Et là, de nouveau, on a un système où on a un métal paramagnétique, un isolant paramagnétique qui est assez compliqué, où il y a aussi des effets d'ordre de charge, dont je parlerai pas mal au cours 3 et 4. Et puis, un isolant antiferromagnétique sous cette ligne de transition ici, qui est plutôt une transition du deuxième ordre. Donc vous voyez de nouveau 3 phases, naïvement un peu les mêmes phases que dans le cas de VDO3, mais en réalité pas la même physique, pas du tout la même physique, comme vous verrez dans le cours que j'y consacrerai. Bon, donc voilà des exemples de transition métal-isolant. Alors, je ne vais pas parler d'applications beaucoup là, mais il y a toutes sortes d'applications possibles de ces transitions métal-isolants contrôlables. On peut penser à des propriétés du type bolomètre en utilisant la contrôlabilité par la température, de type senseur piézorésistif, la
contrôlabilité par les contraintes. On peut penser à d'autres applications. Le dioxyde de vanadium, par exemple, j'en parle souvent dans d'autres séminaires, est un matériau qui est utilisé pour recouvrir, pour faire des traitements intelligents des verres qui permettent de laisser passer l'infrarouge quand il fait froid dehors et de l'empêcher d'entrer quand il fait chaud dehors. Donc voilà des exemples d'utilisation de la transition métal-isolant. Alors, transition métal-isolant, mais il y a d'autres phénomènes intéressants. Le magnétisme, donc voilà un exemple de diagramme de phase très connu qui est celui des manganites. Donc cette fois, c'est toujours un système de type RMO3 ou ABO3, toujours une perovskite, mais cette fois un manganite. Et selon le degré de substitution de la terre rare entre lantane et strontium, on assiste à tout un zoo de phases différentes. Je ne vais pas faire de cours sur les manganites, donc je ne vais pas vous l'écrire maintenant tout ce zoo, je n'ai pas vraiment le temps. Il y a des isolants ferromagnétiques, des métaux ferromagnétiques, des systèmes avec ordre de charge, des antiferromagnétiques, enfin, il y a tout un zoo de phases diverses. Et à travers certaines de ces transitions de phase, il y a un phénomène tout à fait intéressant qui est une très très grande sensibilité de la résistivité au champ magnétique, ce qu'on appelle la magnétorésistance colossale, pour la distinguer de la magnétorésistance géante de Fert et Grunberg. L'ordre de grandeur est encore beaucoup plus grand ici. Et il y a pas mal d'applications qui ont été discutées pour ces manganites ayant ce phénomène de magnétorésistance colossale, même si aucune, à ma connaissance, n'a véritablement débouché jusqu'à maintenant. D'autres aspects, toujours de ces métaux de transition, qui sont des fonctionnalités très intéressantes. Alors cette fois, c'est un aspect plutôt structural, la ferroélectricité. Donc vous voyez ici un exemple tout à fait classique, barium TiO3, qui a deux phases, une phase haute température où le système, l'ion titane ici est au centre de l'octaèdre d'oxygène. Donc regardez cette structure, on va la voir très très souvent. On a ici un ion métallique au centre d'un octaèdre d'oxygène, donc 6 oxygènes. Et puis les ions du site A qui forment un réseau cubique. Ça, c'est vraiment la structure perovskite cubique dans toute sa beauté. Et en dessous d'une certaine température, eh bien, les oxygènes bougent un peu, ils ne sont plus exactement au centre des phases et l'ion titane devient off-center. Et donc, du coup, on a une polarisation électronique, une polarisation électrique qui apparaît dans le système. On a donc un matériau ferroélectrique. Alors, le contrôle de ces matériaux ferroélectriques par la possibilité de fabriquer des hétérostructures ou de mettre ces matériaux sous contrainte, c'est un domaine où il y a eu beaucoup de beaux résultats. J'y ferai allusion de temps en temps, bien que je ne consacre pas un cours complet à ce sujet et que je ne sois pas un spécialiste du sujet. Mais c'est, à mon avis, un des domaines dans lesquels la possibilité de faire des fils minces et des hétérostructures a obtenu le plus de très beaux résultats. Alors on peut vouloir évidemment combiner, ça c'est un sujet, un domaine de recherche qui a été extrêmement actif au cours de ces 15 dernières années. On peut vouloir combiner ferroélectricité et magnétisme, qui sont deux propriétés qui ne vont pas forcément très très bien ensemble. Là, beaucoup de ferroélectriques sont des matériaux où la couche D est vide en fait. Et le magnétisme évidemment demande des électrons dans la couche D. Alors on peut vouloir faire des matériaux qui sont ce qu'on appelle des multiferroïques, c'est-à-dire qui sont à la fois des ferroélectriques et des matériaux magnétiques en ayant le moment magnétique sur un autre ion qui n'est pas le métal de transition. Donc ici, vous voyez, vous avez un exemple qui est un exemple classique, holmium manganèse O3, où le moment magnétique est sur l'holmium et puis la ferroélectricité vient, comme tout à l'heure, des octaèdres. Donc c'est un matériau qui est un matériau multiferroïque. Bon, une des grandes spécialistes de ce sujet, c'est Nicolas Spalding, qui a eu le prix L'Oréal UNESCO pour tous ses travaux théoriques sur ces matériaux. Le problème des multiferroïques, c'est que c'est très difficile d'en trouver qui soient véritablement utiles à température ambiante, donc c'est encore un grand défi. Vous verrez, je crois que j'ai un transparent tout à l'heure là-dessus, que grâce à la possibilité de faire des hétérostructures combinant deux types d'oxydes différents, plan atomique, contrôlés plan atomique par plan atomique, on peut fabriquer des multiferroïques intéressants.
Bon, alors je ne vais pas continuer toutes les propriétés merveilleuses des oxydes. Il y en a bien d'autres. J'ai consacré tout un cours une fois il y a quelques années à la thermoélectricité. Les oxydes, certains oxydes ont aussi des propriétés thermoélectriques intéressantes. Et puis évidemment, il y a toutes les applications, toute la recherche sur les matériaux de batterie, par exemple, dans tous ces oxydes de métaux de transition. Tout ça avait pour but de vous montrer la variété des propriétés de ces oxydes. Et ça serait difficile de finir cette liste sans vous parler un petit peu de supraconductivité. Donc, du point de vue des physiciens, il est certain que le grand renouvellement de l'intérêt pour ces systèmes au milieu des années 80 a été la découverte des supraconducteurs à haute température. Vous voyez ici un graphique qui est déjà très ancien qui montre la révolution des cuprates supraconducteurs au milieu des années 80, avec une toute nouvelle famille de matériaux ayant des températures critiques de supraconductivité supérieures à celles de l'azote liquide. Donc ça, c'est ce qui a certainement renouvelé l'intérêt des physiciens pour ces matériaux à électrons fortement corrélés. Vous verrez dans le cours sur les nickelates qu'une des choses qu'on peut essayer de faire, qui n'a pas encore véritablement marché, c'est d'utiliser les méthodes de film mince sous contrainte ou d'hétérostructuration pour tenter de synthétiser un matériau supraconducteur à base d'oxyde qui peut-être pourrait avoir des propriétés aussi intéressantes que les cuprates supraconducteurs. Bon, ça n'a pas encore débouché, mais enfin c'est un sujet de recherche qui est activement poursuivi par pas mal de monde. Alors, pour essayer d'abstraire un message un peu général de tout ce que je viens de vous montrer, qui est plus une espèce de zoologie, voilà ce que je voudrais dire. Tous les diagrammes de phase que vous avez vus montrent que dans ces systèmes, il y a de nombreuses phases en compétition. On l'a vu dans pratiquement tous ces systèmes, différentes phases magnétiques, différents des métaux, des isolants, des phases avec ordre de charge, et qu'on peut passer d'une de ces phases à l'autre en changeant un paramètre extérieur, la température ou la pression. Donc ça suggère des énergies, des différences d'énergie entre ces phases qui sont relativement faibles. Ça ne dit rien d'ailleurs, entre parenthèses, sur la barrière d'énergie qui sépare ces différentes phases. Mais ça suggère quand même que les différences d'énergie sont relativement faibles et que donc on a des phases véritablement en compétition. Alors ça, c'est à la fois quelque chose qui est intéressant du point de vue du contrôle de ces systèmes, puisque s'il y a des phases en compétition, on peut espérer pouvoir faire passer le système d'une phase à l'autre, c'est ça le contrôle, pour avoir une fonctionnalité ou une autre. Mais c'est aussi un défi, puisque ça dit qu'il va falloir contrôler le système de manière suffisamment fine pour avoir la phase qu'on veut. Donc je crois que c'est vraiment l'existence de ces phases électroniques ayant des propriétés différentes d'une part, et la possibilité d'avoir ces phases en compétition les unes avec les autres, qui rend ce sujet particulièrement intéressant, aussi bien du point de vue fondamental que du point de vue peut-être à terme d'application possible. Alors tout l'esprit de ce cours, c'est de dire que dans le matériau massif, et en particulier par toutes les magnifiques méthodes des chimistes, on a évidemment des méthodes de contrôle. On n'a pas attendu les gens qui font des hétérostructures pour contrôler les oxydes de métaux de transition. On peut faire des substitutions chimiques, on peut appliquer la pression, on peut faire toutes sortes de choses de ce genre, mais le message général de ce cours, c'est que la possibilité de faire des films minces contrôlés sur des substrats contrôlés par différentes méthodes de synthèse dont je vais un petit peu vous parler maintenant, et la possibilité de faire des hétérostructures donne une nouvelle direction, une nouvelle dimension au sujet. Donc, si vous voulez un petit peu l'esprit général, c'est est-ce qu'on peut apprendre à un matériau avec des fortes corrélations électroniques à faire ce qu'on veut qu'il fasse par une sorte de contrôle sélectif de la structure. Alors, ça peut être un contrôle relativement, je dirais, simple, en appliquant une contrainte contrôlée. Ça peut être un contrôle plus sophistiqué par la lumière, par exemple. Ces deux pistes sont, entre parenthèses, les deux directions qui sont au cœur du projet ERC qu'on partage avec Jean-Marc Triscone, entre autres, et Andra Cavalieri et Dieter Jagsch. Alors, pour contraster un petit peu
si vous voulez, les méthodes traditionnelles de contrôle et les méthodes plus nouvelles, j'ai concentré dans cette table un certain nombre de propriétés, de caractéristiques importantes de ces systèmes, aussi bien du point de vue structural que structure électronique, qu'on verra plus en détail dans la suite du cours. Donc, par exemple, la largeur de bande, les différences d'énergie entre orbitales, ce qu'on appelle les niveaux de champ cristallin, et la dégénérescence orbitale associée, le remplissage de la couche électronique ou dopage, les interactions, l'énergie de transfert de charge. On verra toutes ces notions plus en détail dans le deuxième cours. Donc ça, c'est un petit peu les différents boutons sur lesquels on voudrait agir. Alors, on peut agir sur ces paramètres avec les méthodes du chimiste ou du physicien qui s'occupe de matériaux massifs. Par exemple, on peut contrôler la largeur de bande en faisant des substitutions sur le site de terres rares. On a vu tout à l'heure dans le cas des nickelates que c'était quelque chose de très efficace. Quand on introduit des distorsions, quand on fait tourner les octahèdres d'oxygène, la largeur de bande diminue. On verra ça dans le cours 2, plus en détail. Et donc, on a un contrôle sur cette quantité-là, mais on peut aussi le faire par pression. Si on applique la pression, on va rapprocher en général les atomes, et donc on va augmenter l'intégrale de transfert, donc on va augmenter la largeur de bande. Alors ça, je dirais, c'est les méthodes dans le matériau massif. Et puis, dans ces films minces et hétérostructures, on a accès aux mêmes effets, mais de manière plus contrôlée. On va pouvoir, par exemple, déposer un film d'un oxyde sur un substrat ayant un paramètre de maille légèrement différent. S'il est trop différent, ça ne va pas marcher, mais légèrement différent, soit qui induit dans le film mince près de l'interface une contrainte en tension, donc en augmentant la largeur de bande. Alors ça, c'est difficile à faire avec la pression. Il faut faire des substitutions qui introduisent du désordre, tandis que là, on va pouvoir le faire par épitaxie, soit en contrainte compressive, qui va ressembler à l'effet d'une pression, mais éventuellement uniaxiale, par exemple, donc plus contrôlée. Donc voilà un exemple où les films minces et les hétérostructures permettent de faire des choses qu'on ne saurait pas faire exactement dans le matériau massif ou par les techniques de substitution, et qui permettent de contrôler, entre autres, quelque chose comme la largeur de bande. Mais évidemment, quand on fait ça, on va affecter d'autres de ces paramètres-là. On va typiquement aussi affecter les dégénérescences et les niveaux de champ cristallin, qui vont bouger aussi, et qui jouent un rôle extrêmement important dans les propriétés électroniques du système, comme vous le verrez dans le second cours. Alors, le remplissage de la couche D, ou si vous voulez le dopage du système, c'est quelque chose qu'on peut aussi contrôler par les méthodes du chimiste en faisant des substitutions, par exemple du strontium divalent au lantane trivalent. Donc ça va évidemment affecter le remplissage de la couche D à cause de la neutralité électronique globale, mais par des méthodes du physicien, on peut obtenir des résultats similaires, voire plus intéressants, en faisant des dépositions comment on dit gate, de grilles, voilà, merci, de grilles dans un dispositif de type transistor à effet de champ, ou en utilisant, et je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure, des méthodes plus récentes qui sont les liquides ioniques qui permettent d'introduire des modulations de densité électronique très importantes. Donc vous voyez un petit peu l'esprit général de cette table, je ne vais pas tout détailler, on y reviendra dans la suite des cours, qui est qu'on a toute une série de méthodes qui ont encore évidemment tout leur intérêt aujourd'hui, qui sont les méthodes du physicien des matériaux massifs ou du chimiste, et puis on a une nouvelle classe de méthodes qui s'applique plutôt aux films minces et aux hétérostructures, et ça ouvre une nouvelle direction pour le domaine. Alors, tout ça, évidemment, suppose qu'on puisse fabriquer ces systèmes. Et comme d'habitude, dans la physique de la matière condensée, il n'y a pas de physique ou de chimie de la matière condensée sans synthèse des matériaux. La synthèse des matériaux est à la base de tout. Et comme j'ai deux de mes distingués collègues chimistes dans la salle, j'assiste sur ce point, l'importance de la synthèse des matériaux et du dialogue entre chimistes et physiciens. Donc, je ne peux pas, évidemment, commencer ce cours sans vous parler un petit peu, avec toute l'incompétence que j'ai sur ce sujet,
de ce qui a permis l'émergence de ce domaine, c'est-à-dire un certain nombre de techniques d'élaboration. Alors, je vais brièvement parler de 3 d'entre elles. Ce qu'on appelle en français dans le texte la pulvérisation cathodique, que tout le monde au laboratoire appelle le sputtering, de la déposition par laser pulsé, PLD, et de l'épitaxie par jet moléculaire, ou MBE. Je vais vous décrire un petit peu ces différentes techniques. Je dois à Jean-Marc Triscone pas mal de discussions sur leur intérêt respectif. Il est bien évident que toutes ces techniques ont d'abord été développées pour les semi-conducteurs conventionnels. Et vos téléphones portables ne fonctionneraient pas sans des progrès dans l'élaboration des semi-conducteurs par, en particulier, les méthodes de MBE. Alors, voilà un petit cartoon de chacune de ces méthodes, mais je vais y revenir un petit peu plus en détail dans la suite. Donc, les techniques de sputtering ou de pulvérisation cathodique, c'est une méthode assez simple. C'est celle, si je ne me trompe pas, qui est finalement la plus simple à mettre en œuvre au laboratoire, qui consiste à avoir une cible. Donc, imaginons qu'on veut le faire à un film mince contrôlé de nickelate. On prend une cible du matériau qu'on veut fabriquer, donc toujours de ce nickelate, mais sous forme céramique, donc qu'on va faire croître par les méthodes habituelles. Et on met ça dans une chambre, on envoie un gaz neutre comme l'argon, et on va fabriquer un plasma dans lequel les ions argon vont taper sur cette cible, et on va créer un plasma d'ions. Et ici, il va y avoir un substrat, par exemple STO, qui est un bon substrat, sur lequel on va déposer une couche du matériau qu'on a évaporé ici dans le plasma. Et donc on va pouvoir fabriquer une couche qui va être relativement bien contrôlée. Et d'après ce que je comprends, une des manières de la contrôler encore mieux, ça fait partie des astuces qui changent tout quand on fait de la synthèse des matériaux, c'est au lieu de mettre la cible en bas, de mettre la cible sur le côté. Voilà. Alors ça évite que les ions argon viennent retaper sur l'échantillon qu'on fait et réabîment la couche. Donc c'est une idée très simple. Ça s'appelle off-axis geometry sputtering, si je comprends bien, et ça permet de faire des couches beaucoup mieux contrôlées. Donc, si vous voulez des détails sur le sputtering ou sur n'importe laquelle de ces méthodes de synthèse, vous pouvez poser des questions à Jean-Marc après son séminaire, il est beaucoup plus compétent que moi. Donc, voilà la première méthode. Une deuxième méthode, c'est la PLD, donc la déposition par laser pulsé. Donc, c'est finalement une idée relativement similaire, à part que dans ce cas-là, au lieu de faire ça avec des ions de terre rare qu'on fait entrer dans la chambre, on fait ça en faisant de l'ablation laser, hein, c'est une technique d'ablation laser. On envoie un faisceau laser sur la cible, on fait de nouveau une sorte de plasma, et puis ici on a la cible sur laquelle viennent se déposer les ions qu'on a arrachés à la cible. Alors, l'un des intérêts, bon, je vais y revenir dans la suite, mais l'un des intérêts de cette méthode, et aussi, évidemment de la MBE, c'est qu'on peut faire du monitoring in situ de la structure. Alors, si vous vous intéressez à ça, il y a des belles images sur Wikipédia de ce type. Donc, vous voyez ici la cible, le plasma ici, et puis la déposition sur ce substrat. Et puis la dernière méthode, qui est celle, évidemment, qui vient de l'industrie des semi-conducteurs et qui permet de faire des magnifiques structures, contrôlées plan atomique par plan atomique, c'est l'épitaxie par jet moléculaire. Alors là, c'est une méthode un petit peu différente. On a différents canons ici qui permettent de déposer sur le substrat situé ici dans la chambre un type d'ion donné et des shutters, des diaphragmes qui permettent de fermer ces canons et de décider quand on dépose tel type d'ion sur le substrat. Et alors ça, c'est quelque chose où on peut faire in situ de l'évaluation de la qualité structurale du film par des méthodes
de type Reflection High Energy Electron Diffraction in situ. Donc en gros, ça consiste à envoyer des électrons sur le matériau qu'on fait croître. Quand le matériau est une belle face atomique, il y a une belle réflexion. Et puis quand le matériau est rugueux, il y a une moins bonne réflexion. Donc on voit des oscillations de Reed qui permettent de donner une idée de la qualité structurale du film qu'on fait croître. Bon, toutes ces méthodes ont des avantages et des inconvénients comparés. L'évaporation cathodique, le sputtering, c'est facile à mettre en œuvre, c'est flexible, c'est difficile de faire, si je comprends bien, un contrôle morphologique in situ. La PLD et aussi MBE, évidemment, permet ce contrôle structural. La MBE, ça coûte plus cher, il faut des grosses machines. Voilà un exemple. Ça, c'est la chambre de croissance par MBE d'oxyde de métaux de transition du groupe de Jochen Mannhardt au Max Planck. En fait, il y a 2 pièces. Ça, c'est juste une des pièces. Une belle machine. Hein. Voilà. Un autre avantage de la MBE, entre parenthèses, et vous en entendrez sans doute parler dans le séminaire de Darrell Schlom vers la fin mai, c'est qu'on peut coupler une croissance in situ par MBE à des dispositifs de type spectroscopie de photoémission dans la même chambre à vide. Donc ça, c'est très beau. À Cornell, par exemple, il y a pas mal de dispositifs comme ça dans le monde, mais je parle juste du groupe de Cornell parce que Darrell va venir nous faire un séminaire. Donc Darrell fait croître ces systèmes par MBE dans la chambre, et puis Kyle Shen, qui est un spécialiste de photoémission, peut faire les expériences de photoémission in situ. Voilà, donc bon, la MBE, c'est ce qui permet évidemment de faire des croissances plan atomique par plan atomique, et vous allez voir dans la suite, et j'imagine dans le séminaire de la prochaine fois, de nombreuses images où on voit ces plans atomiques uniques. Alors voilà justement des images de microscopie électronique qui vous montrent enfin qui vous montrent au moins visuellement, c'est peut-être pas une démonstration, que la qualité structurale des films d'oxyde ou des hétérostructures d'oxyde qu'on est capable de faire aujourd'hui commence à avoir la même qualité structurale que celle des semi-conducteurs. Donc, vous voyez ici, c'est une assez ancienne image d'arsénure de gallium ou de sandwich arsénure d'aluminium, arsénure de gallium construite par MBE. Et ici, c'est un sandwich strontium TiO3, barium TiO3, qui est une image qui vient du groupe de Darrell Schlom, qui est déjà assez ancienne, vous voyez, une quinzaine d'années. L'échelle est à peu près la même dans les deux cas. Et vous voyez ces belles couches atomiques. Donc là, on peut contrôler vraiment. Vous voyez, ici, on a 1, 2, 3, 4 couches de barium titanate et puis une dizaine de couches de STO entre les deux. Et on fait comme ça des sandwichs contrôlés à l'échelle du plan atomique unique. L'un des travaux, je crois que c'est juste de dire, l'un des travaux pionniers qui a vraiment lancé ce sujet des hétérostructures d'oxyde, c'est ce très beau papier de Otomo, Müller, Grazul et Harold Wang, à l'époque encore à Bell Labs, donc au tout début des années 2000. Et vous voyez ici une image recolorisée dans la publication originale, c'est en noir et blanc, mais ils ont fait des belles images depuis pour certains articles de revue, comme celui-là, qui est un très bon article de revue relativement récent, où vous voyez ici, et je vais reparler de ce système dans la suite, je m'aperçois que je suis très en retard, mais bon, où vous voyez ici un plan monoatomique unique de lantane TiO3, qui est un isolant de Mott, j'en reparlerai dans la suite, sandwiché entre un certain nombre de couches, il doit y en avoir 5, là, des visus, de STO. Donc une structure où on a un plan de LTO, 5 plans de STO, un plan de LTO, etc., répétés un certain nombre de fois. Et donc vous voyez la beauté de ces images de microscopie électronique et de la qualité structurale. Bon, à l'œil, c'est difficile à juger, mais enfin, ça a quand même l'air très joli. Toute l'idée, évidemment, ici, c'est de faire une jonction épitaxiale de 2 matériaux différents. Alors, épitaxial, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait croître un matériau sur l'autre d'une manière ordonnée. Évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut quand même que
mismatch des paramètres de réseau ne soit pas trop grand. C'est sûr que si on essaye de faire croître un système, deux systèmes l'un sur l'autre qui ont des paramètres de réseau complètement différents, des paramètres de maille complètement différents, ça ne va pas marcher. S'il y a un désaccord de maille qui n'est pas trop grand, on va pouvoir espérer que l'un des matériaux, le substrat, qui va avoir plus de couches que l'autre, va pouvoir contraindre la croissance du matériau qu'on fait croître sur ce substrat, par exemple en lui imposant sa maille du réseau, et ça va durer ce que ça va durer, c'est-à-dire ça va durer un certain nombre de plans atomiques, et puis plus haut, si on fait croître des films plus épais, on va retrouver une relaxation vers le matériau massif. Alors vous allez voir tout à l'heure, si j'y arrive, une mesure de combien de temps ça prend, combien de plans atomiques ça prend de retourner vers le matériau massif. Ça va assez vite, comme vous le voyez, malheureusement, vous le verrez, malheureusement. Mais enfin, l'imposition d'une contrainte tensile ou compressive sur le matériau qu'on fait croître, c'est quelque chose qui marche, qui est utilisé tous les jours dans de nombreux groupes dans ce domaine. Alors, j'ai parlé un petit peu de synthèse très rapidement. Et la deuxième chose, évidemment, dont il faut parler, c'est de techniques d'expérimentation pour aller voir quelles sont les propriétés physiques de ces systèmes. D'abord leurs caractéristiques structurales, et ensuite toutes les propriétés physiques. Alors, ce que je dirais sur ce sujet, qui est évidemment au moins aussi important que la synthèse, c'est que la plupart des techniques expérimentales qui sont celles des physiciens du solide sont utilisables dans ces systèmes, comme le transport ou la spectroscopie optique. Donc, un très grand nombre de ces techniques expérimentales sont utilisables, avec quand même un certain nombre de contraintes qui sont les suivantes. D'abord, dans le cas des films ultraminces, par exemple, on n'a pas beaucoup de matière. Donc, il va falloir utiliser des techniques pour lesquelles on a suffisamment de signal. Quand on n'a pas beaucoup de matière, ce n'est pas évident. D'où, par exemple, l'importance du rayonnement synchrotron, qui va nous permettre d'obtenir des signaux, même quand il n'y a pas énormément de matériaux. L'autre chose, c'est qu'il y a certaines techniques qui demandent beaucoup de matériaux, comme la spectroscopie de diffusion de neutrons, par exemple. Ça va être plus difficile dans ce cas-là. Et puis là, même si les techniques de réflexion de neutrons sont quand même utilisées sur ces systèmes. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a un certain nombre de systèmes dans lesquels, en particulier la physique des gaz d'électrons 2D à l'interface entre deux matériaux, où le système qui nous intéresse, il est enterré entre deux couches d'oxyde. Et là, on peut faire un certain nombre de mesures, mais on ne peut pas forcément aller sonder, faire des spectroscopies directes de l'interface enterrée entre les deux couches d'oxyde. Donc il y a quand même un certain nombre de techniques spécifiques qu'il va falloir développer pour étudier ces matériaux. Alors il est clair que puisqu'il s'agit de couches, soit film mince, soit épitaxie par jet moléculaire, que toutes les techniques de surface vont être particulièrement intéressantes. Et l'une de ces techniques de surface, mais il y en a plusieurs autres, c'est la spectroscopie de photoémission, qui consiste à envoyer un faisceau de photons sur le système, à arracher des électrons et à mesurer la distribution en énergie et impulsion des électrons émis. J'en ai parlé très souvent dans les cours précédents des autres années. Ces techniques de photoémission vont être très, très utiles quand on n'a pas une interface enterrée, mais quand on étudie la physique à la surface du système. Et vous en entendrez parler plusieurs fois, à la fois dans le cours et dans le séminaire, en particulier pour les gaz d'électrons 2D à la surface de STO et autres par Andrés Santander, et puis, comme je le disais tout à l'heure, par Darrell Schlom, en particulier sur les rutanates. Voilà un exemple de spectroscopie de photoémission sur des films minces de strontium VO3 déposés sur un substrat, en gros, de STO. Alors voilà les structures, et c'est une très jolie expérience qui vient du groupe de Fujimori au Japon, donc une expérience qui a déjà 6-7 ans. Et ce que vous voyez ici, c'est pour différentes épaisseurs du film mince de SVO. Alors, SVO, c'est un matériau que les théoriciens des systèmes corrélés connaissent extrêmement bien, parce que c'est l'une de nos drosophiles. C'est un système pour les calculs, c'est un système métallique
qui est un métal, disons, plus ou moins transparent, et qui a, ce qui est rare chez les métaux, et qui a des corrélations modérées, une masse effective de l'ordre de 2,5 à peu près. Et ce que vous voyez ici, c'est un film mince de SVO, une couche atomique, 2 couches atomiques, 3 couches atomiques, etc., jusqu'à des films épais proches du bulk. Et à chaque fois, on a fait une expérience de photoémission, alors qui ici n'est pas une expérience de photoémission résolue en angle, qui est une expérience de photoémission intégrée en angle, donc il vous donne la densité électronique, la densité totale des excitations électroniques possibles. Alors ce que vous voyez ici, pour le matériau qui est essentiellement le matériau bulk, le matériau massif, c'est de la densité d'état près du niveau de Fermi, qui est là, signalant un comportement métallique, et puis ici un satellite de photoémission qui est en fait la transition spectroscopique qui consiste à enlever un électron de la couche D du vanadium. C'est un système D1 où il y a un électron dans la couche D du vanadium, donc ce qu'on appelle une bande de Hubbard inférieure. Et puis vous voyez ici, quand on va vers le système de plus en plus mince, comment la métallicité du système évolue. Et vous voyez en particulier qu'à peu près là, entre 3 et 4 couches atomiques, manifestement, on perd les excitations au niveau de Fermi, ce pic disparaît, et le système devient effectivement, on peut le vérifier par des mesures de transport, devient effectivement un isolant. Donc il y a une transition métal-isolant, cette fois en fonction du nombre de couches, qu'on peut voir en transport, mais qu'on voit très bien en photoémission, et on peut caractériser la manière dont le poids spectral passe de cette structure à cette structure en fonction du nombre de couches. Ça, c'est les mêmes spectres, mais symétrisés, ce qui est une procédure un peu hasardeuse, à mon avis, mais enfin qui a le mérite de montrer le système. Et vous voyez comment ce pic, cette densité d'état des quasi-particules disparaît pour faire place à un gap quand on réduit le système, en gros, en dessous de 4 couches de strontium VO3. Donc voilà une très belle expérience de technique de spectroscopie de surface sur un tel système. Alors, toujours pour continuer sur les méthodes de spectroscopie, encore une fois, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Chaque fois dans la suite du cours que je vous montrerai une expérience donnée, en particulier sur les nickelates, j'essaierai d'expliquer la technique expérimentale pour comprendre ce qu'on mesure. Ça, c'est plutôt pour vous donner une idée un peu générale. Il est clair qu'à cause de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le rayonnement synchrotron de manière privilégiée sur ces systèmes, il y a toutes les méthodes relativement récentes de spectroscopie de rayons X, soit en absorption, soit de spectroscopie inélastique de rayons X résonantes, ont été fortement utilisées et sont fortement utilisées sur ces systèmes. Et ça se place très bien avec l'amélioration de la résolution des méthodes de type RIX, en particulier grâce à cet appareil extraordinaire que je ne résiste pas au plaisir de vous montrer, qui est le spectroscope RIX, qui a été, donc ça veut dire Resonance Inelastic X-ray Scattering, qui a été développé à l'ESRF par Guiringhelli et Brajkovic, et qui ont permis, sur une période d'environ 10 ans, d'améliorer la résolution de ces méthodes RIX d'un facteur 20 ou 30, enfin maintenant ils en sont à quelques dizaines de milliélectronvolts, ce qui est absolument remarquable pour des méthodes de ce type. Pour ceux que ça amuse, c'est un gros appareil, hein, comme vous voyez. Pour ceux que ça amuse, vous pouvez aller regarder sur le site de l'ESRF, il y a même un film qui vous montre comment cette machine tourne autour de son axe, c'est très beau. Voilà. Tout ça pour dire que la synthèse des matériaux, d'une part, et l'instrumentation, d'autre part, c'est vraiment le nerf de la guerre de la physique de la matière condensée. La théorie, c'est bien, mais sans système et sans mesure, on n'a pas grand-chose à faire dans nos vies. Ah, ça, c'est très embêtant. Voilà. Bien, alors, j'aurais dû commencer par là, probablement. Avant de regarder la spectroscopie des états électroniques de ces systèmes, il faut aussi regarder leurs aspects structuraux et leurs aspects électroniques aussi. J'en ai pas parlé tout de suite parce qu'on va avoir 2 séminaires, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, entièrement consacrés à ce sujet. Donc toutes les méthodes de microscopie électronique, que ce soit sous forme
scanning transmission electron microscopy ou spectroscopie de perte d'électrons, jouent un rôle énorme dans ce domaine. Je compte bien sur le séminaire de la semaine prochaine pour nous introduire ces méthodes et nous décrire l'état de l'art, ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Ma compréhension du sujet est très primitive, mais en gros, il y a déjà une chose qu'on peut faire avec ces méthodes, c'est que comme l'amplitude de diffusion dépend fortement du numéro atomique, comme Z a une certaine puissance, que je ne comprends pas très bien, mais enfin bon, disons Z a une certaine puissance, on peut déjà identifier la nature de l'espèce chimique localement. Donc voilà une image que je n'ai pas prise dans une de vos publications, mais dans la publication de quelqu'un d'autre. Un très joli article qui est paru très récemment dans Nature Materials, qui sont différents matériaux, donc une manganite, LSMO, déposée sur un film de NGO, ou un sandwich un peu plus compliqué, NGO, STO, LSMO. Et le but de cet article est de montrer que, bien sûr, on peut regarder où sont les différents éléments, ça tout le monde le fait, mais on peut aussi aller regarder l'orientation locale des octaèdres. Et donc ce que vous voyez ici, donc ça c'est en relation avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut propager une contrainte stérique du substrat vers le film qu'on fait croître. Et donc ce que vous voyez ici, par exemple, c'est dans le cas du film de LSMO qu'on fait croître sur un substrat de NGO, donc cette première structure ici. Vous voyez une reconstitution en fonction de l'indice de la couche, donc on part ici, le 0 est là, et puis on monte comme ça, et vous voyez une reconstitution en fonction de l'indice de la couche de l'angle de rotation des octaèdres par rapport à un axe donné, ici bêta, c'est par rapport à l'axe B, dans les notations pseudo-cubiques. Et donc vous voyez ici que loin de l'interface, à quelques plans atomiques de l'interface, on retrouve la valeur massive pour LSMO. Le substrat, lui, il ne fait pas grand-chose, hein. Il est évidemment contraint par le bulk, donc il est à sa valeur massive, mais il y a quand même quelques couches atomiques, 4 ou 5 ici, où l'angle a été contraint par le substrat. Donc on a réussi à tourner les octaèdres de la manganite avec des orientations qui sont plus proches de celles du substrat. Voilà. Donc ça, c'est la beauté des méthodes de microscopie électronique qui permettent de remonter à ces informations structurales qu'on pourrait aussi vouloir obtenir par synchrotron, hein, par technique de diffraction X au synchrotron. Comme vous allez le voir dans le cours numéro 2, toutes ces questions d'orientation des octaèdres, de déformation, de tilt et de rotation de ces octaèdres et de déformation de ces octaèdres sont des notions extrêmement importantes pour le contrôle de la structure électronique du système. C'est vraiment comme ça qu'on peut arriver à contrôler non seulement des choses assez basiques comme la largeur de bande, mais de manière plus fine les levées de dégénérescence entre niveaux de champ cristallin et des petits effets peuvent, des variations qui pourraient vous paraître relativement petites en termes d'angle, peuvent conduire à des effets physiques très importants. Donc le contrôle structural de ces systèmes est absolument crucial, et encore plus la capacité, qui n'est pas encore parfaite, d'obtenir des informations structurales locales sur la manière dont ces distorsions se propagent du substrat au film qu'on fait croître. Alors maintenant, je vais encore prendre... Les cours vont durer à peu près 1h15. Hein. Je vais parler un petit peu plus qu'1 heure, sinon je n'arriverai pas à ce que je veux dire. Donc je continue encore une dizaine de minutes pour vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire, donc de contrôle de fonctionnalité. Donc voilà un exemple où on essaye de contrôler voilà un certain nombre d'exemples où on essaye de contrôler une fonctionnalité qui est une fonctionnalité qui existe déjà dans le matériau massif. Donc la première chose à laquelle on peut penser, c'est à la sensibilité de ces systèmes à la pression, ou, quand on va passer au film mince ou à l'hétérostructure, à la contrainte, disons.
Donc on va voir plein d'exemples de ça dans les séminaires qui suivent. On va voir ça sur les nicalates et les rutanates dans ces 3 cours et dans les séminaires de Darrell. Je vous réfère aussi au séminaire qu'avait donné en juin dernier Charles Hahn quand il était passé ici. Alors, on peut le faire dans le matériau massif. Vous avez déjà vu des exemples. Et effectivement, on sait par exemple que dans le cas des nicalates, j'y reviendrai dans le cours consacré à ce sujet, on sait depuis très longtemps, ça c'est un ancien papier du groupe de Canfield, qui montre qu'il y a une grande sensibilité de cette transition métal-isolant à la pression. Donc voilà la transition métal-isolant de praséodymium nickel O3 que vous avez vu tout à l'heure, qui en l'absence de pression est quelque part là, et puis on applique la pression au système, on peut faire bouger considérablement cette transition métal-isolant. Donc ça c'est déjà dans le bulk. Donc évidemment ça suggère que si on fait de l'épitaxie d'un film mince de ce système sur un substrat donné, on va pouvoir affecter la transition métal-isolant. Et on peut effectivement faire ça. J'ai sauvagement emprunté ce transparent à la thèse de Raoul Scherwitzel dans le groupe de Jean-Marc à Genève, qui vous montre quels sont les substrats auxquels on peut penser. Et donc l'intérêt ici, encore une fois, c'est qu'il y a des substrats qui vont correspondre à une réduction de la maille unité, donc qui vont mettre le système en compression. Donc ça va probablement ressembler un peu à l'effet d'une pression, même si ça peut être éventuellement une pression selon un axe donné, où on va pouvoir choisir l'orientation cristalline. Donc on peut faire des choses plus intéressantes que simplement par la pression dans le bulk. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a toute une série de substrats qui vont permettre de mettre le matériau en tension, donc d'augmenter la maille du réseau. Donc vous voyez, quand il y a un moins ici, ça veut dire que la maille du réseau diminue d'un certain pourcentage, donc c'est une tension, c'est une compression, alors que quand il y a un plus, ça veut dire qu'on met le système en tension. Donc ce sera une sorte de pression négative, si vous voulez. Et dans cette même thèse, Raoul Scherwitzel avait mesuré la manière dont l'effet d'une compression et d'une tension affecte la transition métal-isolante de système. Et donc vous voyez que par exemple, une contrainte compressive ne change pas beaucoup la résistivité dans le régime métallique, mais en revanche bouge la transition métal-isolante de manière extrêmement efficace. En revanche, une contrainte de type en tension change beaucoup la résistivité dans l'état métallique et bouge aussi la transition métal-isolant, mais un petit peu moins. Je reviendrai sur tout ça dans le cours sur les nickélates. Donc ça, c'est vraiment un exemple où on contrôle par des méthodes qui sont celles de ces films minces une propriété qu'on connaît déjà dans le bulk, en l'occurrence la transition métal-isolant. Alors on peut faire des choses très amusantes, comme par exemple ce bel article de Darrell Schlom, d'il y a 6-7 ans, où il montre comment on peut induire un comportement de type multiferroïque, donc un système qui devient à la fois ferroélectrique et magnétique, en appliquant une contrainte grâce à un substrat bien choisi. On introduit une contrainte sur ce matériau qui est europium titanate, et ce matériau, sous contrainte tensile, devient un matériau avec à la fois une polarisation électrique et une aimantation. Alors en fait, ça, c'est le résultat d'une prédiction théorique qui avait été faite par Craig Feeney et Kerry Rabe pour une contrainte compressive, si mes souvenirs sont bons, et puis finalement, ils l'ont fait par contrainte en tension, parce qu'ils n'avaient pas de bon substrat pour faire la contrainte compressive. Donc voilà un exemple où cette fois, on peut induire une propriété qui n'existe pas dans le matériau massif grâce à ces méthodes. Bon, alors, j'ai parlé de contraintes. Je vais peut-être finir en vous parlant un petit peu du contrôle de densité de porteurs par application d'une grille, donc, ou même par liquide ionique. On aura des exemples de ça dans les séminaires de Marcello Rosenberg, de Manuel, et également dans le séminaire d'aujourd'hui, probablement. Décidément. Voilà. Alors, disons, la méthode privilégiée pour faire ce genre de choses, c'est d'avoir une géométrie de type, un dispositif de type transistor à effet de champ.
hein, où on va avoir le matériau qui nous intéresse, un isolant diélectrique ici, une grille métallique, et puis on va, par application d'une tension de grille entre ici et là, on va induire une chute de potentiel dans le diélectrique qui va changer le nombre de porteurs dans le matériau qui nous intéresse. Alors si on fait ça avec un dispositif de type FET, transistor à effet de champ habituel, on va avoir une chute de potentiel qui va être quelque chose comme ça. Mais on peut faire ça de manière beaucoup plus efficace, au moins dans les cas favorables, en remplaçant le diélectrique ici par un liquide ionique. On va appliquer une tension à ce liquide ionique. Ça va conduire à une migration des ions. Donc les ions vont migrer, les ions du liquide ionique vont migrer ici au voisinage de ces deux interfaces. On appelle ça un electrostatic double layer, EDL. Et une fois ce dispositif est stable, c'est-à-dire qu'on peut enlever après la tension, les ions restent là. Et vous voyez que ça va conduire à une chute de tension qui va être concentrée au voisinage des interfaces qui nous intéressent. Donc au lieu d'avoir un profil de tension comme ça, on va avoir un profil de tension comme ça, avec une chute beaucoup plus concentrée sur une distance beaucoup plus faible, donc des champs électriques considérables. Et donc on peut, de cette manière, effectivement, contrôler, induire des variations de densité de porteurs qui vont être beaucoup plus grandes que par les méthodes de transistors à effet de champ conventionnels. Et voilà un exemple, toujours tiré de la même thèse, mais il y a d'autres exemples dans la littérature, du contrôle de la transition métal-isolant toujours d'un nickelate par effet de champ, en utilisant effectivement un liquide ionique. Et vous voyez de nouveau qu'on peut contrôler cette transition métal-isolant en changeant la densité de porteurs. Et les densités de porteurs dont on parle sont des densités de porteurs grandes. C'est des densités de porteurs qui sont de l'ordre de 10 puissance 14 par centimètre carré, alors que dans les semi-conducteurs conventionnels, on est plutôt autour de 10 puissance 11. Donc, c'est l'un des intérêts de ces oxydes de métaux de transition, de conduire à de nous placer dans des régimes de densité de porteurs bidimensionnels qui sont très différentes par 3 ordres de grandeur des gaz d'électrons 2D qu'on peut fabriquer dans les semi-conducteurs conventionnels. Bon, alors, je suis malheureusement très en retard. J'avais beaucoup d'autres choses dont je voudrais vous parler et dont je vous parlerai la prochaine fois, que je vais garder pour la prochaine fois. Mais comme je veux quand même ménager une transition lisse avec le séminaire de Jean-Marc, je vais quand même, toujours dans la même veine, qui est de créer un gaz d'électrons 2D, vous parler un tout petit peu de la catastrophe de polarité ou de polarisation pour introduire un petit peu le sujet. Donc, les exemples que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, c'est des exemples où on contraint, où on contrôle, où on introduit des porteurs de charge dans un film mince ou dans une hétérostructure. Mais ce à quoi on s'intéresse, c'est quand même au matériau lui-même. Disons, c'est plus tout à fait le bulk, ça peut être le bulk si c'est épais, mais c'est plus tout à fait le bulk, mais c'est vraiment le matériau lui-même. Il y a toute une autre direction, je dirais, de ce domaine, qui consiste à fabriquer un gaz ou un liquide électronique bidimensionnel à l'interface entre deux matériaux. Et le système auquel on s'intéresse dans ce cas-là, ce n'est pas les deux matériaux, c'est le liquide ou le gaz électronique qu'on a fabriqué à l'interface. Donc, il est très fréquent dans ce domaine de citer Krömer dans sa conférence Nobel qui a dit « Often it may be said that the interface is the device ». C'est tout à fait vrai. Effectivement, dans ce cas-là, c'est bien l'interface bidimensionnelle, le gaz d'électrons bidimensionnel qui est le dispositif. Alors, pourquoi est-ce que les oxydes de métaux de transition sont intéressants pour faire ça? Évidemment, on sait faire des gaz 2D dans les MOSFET. Eh bien, quand on a de la chance, c'est en utilisant ce qu'on appelle la catastrophe de polarité à notre bénéfice. Donc, ce n'est plus une catastrophe, c'est plutôt une bénédiction. Et je vais juste vous donner une petite idée de comment ça marche, extrêmement naïve, juste pour faire le lien avec le séminaire de Jean-Marc.
Donc, regardons par exemple l'interface LAO-STO, dont Jean-Marc va nous parler tout à l'heure. Quand vous regardez une interface entre ces deux matériaux dans une direction à des axes du réseau pseudo-cubique, par exemple 0, 0, 1, vous pouvez décomposer une perovskite à BO3 en une série de plans successifs qui sont des monoxydes de l'ion A, donc de la terre rare typiquement, et puis dioxyde du lion métallique, BO2. Donc dans le cas de STO, ça ferait des plans successifs, strontium-oxygène et titane-oxygène 2. Et vous voyez que ces plans sont neutres, parce que le strontium, il est 2+, l'oxygène, comme vous le savez bien, il aime avoir 2 électrons, donc ça fait 2-, et donc ça, c'est neutre. Et puis pareil pour le titane. Le titane, il est 4+, dans STO, et là, on a 2 oxygènes, donc ça fait 4 électrons, et c'est de nouveau neutre. Donc tout se passe bien à ce niveau-là. Par contre, quand vous regardez LAO, eh bien, l'antane-oxygène, ça va être l'antane 3+, oxygène 2-, donc il y a un déficit électronique, il y a un trou, 1+, et puis aluminium-oxygène 2, il y a un électron en trop, 1-. Donc on a une série de couches qui sont alternativement chargées, 1+, 1-. Alors ça conduit au phénomène suivant. Imaginons que ces deux couches ne communiquent pas entre eux. Donc là, il y a les couches neutres de STO, et puis ici, on a le sandwich LAO, ALO2, LAO, ALO2. Et vous voyez que la densité électronique, donc c'est 1+, 1-, 1+, 1-, etc. Si je résous l'équation de Poisson, très naïvement, qui me dit que le gradient de champ électrique, c'est la densité électronique, eh bien vous intégrez ça une fois, hein, ça veut dire que vous avez un champ électrique qui est une certaine valeur là, puis 0, puis la même valeur, puis 0, puis la même valeur. Si vous intégrez encore une fois pour obtenir le potentiel électrostatique, vous intégrez cette fonction créneau, ben vous avez quelque chose qui se met à monter et qui va diverger à l'infini. Alors une tension qui diverge à l'infini, ça semble quand même un peu compliqué. Donc il doit se passer quelque chose pour éviter ce problème. C'est ça qu'on appelle la catastrophe polaire. Alors il peut se passer beaucoup de choses. Des reconstructions structurales, des reconstructions électroniques, tous les systèmes ont des manières différentes d'éviter ce problème. Une des manières dont on peut penser à éviter ce problème, c'est de dire la chose suivante. Vous voyez qu'ici, je peux penser à cet électron supplémentaire dans ALO2 comme ayant été donné par la couche LAO. Ici, il y a manifestement un trou. Je peux penser que ce trou, c'est l'électron qui a été donné à cette couche. Alors donc, il y a un don successif de charge dans ce sens-là, et c'est ça qui crée cette augmentation du potentiel. On pourrait imaginer, quand on met les deux matériaux au contact, que les choses se passent différemment, c'est-à-dire que l'électron donné par cette couche LAO, il y en a la moitié qui aille dans la couche du dessous, qui est maintenant en contact, qui va être une terminaison, disons, TiO2, et puis une autre moitié qui va être donnée ici. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va toujours avoir cette alternation, cette alternance 1+, 1-, 1+, 1-, mais ici, on va fabriquer un système dans lequel on a rajouté un demi-électron par cellule unité, ou si vous voulez, on va avoir un état de valence mixte du titane qui va pas être 3+, et pas être 4+, qui va être 3,5+. Voilà, alors ça, c'est si tout se passe bien, si c'est ça que choisit de faire le système. On peut imaginer, et c'est ça qui se passe effectivement dans LAO-STO, qu'il y ait à cette interface un gaz électronique avec un demi-électron par cellule unité, ce qui est à peu près 10 puissance 24 par centimètre carré. Ça ne veut pas dire que tous ces électrons sont mobiles. Et effectivement, si vous faites le même raisonnement dans le cas d'une terminaison différente, donc la terminaison ALO2 strontium-oxyde, par le même raisonnement, vous pourriez penser que vous créez un gaz d'électrons avec un demi-trou, qui serait une lacune d'oxygène, enfin un trou sur les oxygènes, par exemple. Probablement, ça se passe aussi, mais ces trous ne sont pas mobiles. Et donc, cette interface, ce gaz d'électrons-là, à la différence du précédent, il est isolant, comme vous voyez ici dans ces manips. Mais pour le cas de la terminaison LAO-TiO2, ça marche, et on crée effectivement un gaz d'électrons avec une densité électronique qui est, je ne sais pas combien, Jean-Marc va nous le dire, pas tout à fait la valeur maximum, mais quand même de l'ordre de 10 puissance, combien? 13 en fait, c'est 14 en fait.
Ah oui, pardon, j'ai mis un 2 en trop, oui, c'est 14, c'est pas 24, c'est 14. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est 10 puissance 11 pour les semi-conducteurs et 10 puissance 14 pour les... Oui, le 10 puissance 14, il vient d'une chose très simple. Hein. Vous prenez la maille unité du système et vous comptez un demi-électron par maille unité. Hein. C'est ça qui vous donne le 10 puissance 14. Voilà. Donc, la grande découverte, évidemment, dans ce domaine, et ça va être l'objet du séminaire qui suit, c'est que ce gaz d'électrons ou ce liquide d'électrons bidimensionnel eh bien, peut être supraconducteur. Et vous allez en entendre parler dans le séminaire qui suit. Ça a été aussi l'objet, là je vais définitivement embarrasser Jean-Marc, d'un prix récent qui, comme je le disais tout à l'heure, a récompensé Harold Wang, j'en ai parlé tout à l'heure dans le premier article sur LTO-STO, également LAO-STO, Jochen Manhart, dont j'ai montré tout à l'heure le dispositif de MBE, et Jean-Marc Triscone, qui va donc nous faire le séminaire tout à l'heure. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'essaierai de rattraper mon retard la fois prochaine. Comme vous avez vu, tout ce domaine, c'est la tentative de contrôler par des nouvelles méthodes à la fois les degrés de liberté de réseau, les degrés de liberté de spin, les degrés de liberté orbitaux, les degrés de liberté de charge. Et quand vous ouvrez un article de revue récent sur ce sujet, vous trouvez souvent une espèce de cartoon de ce genre, où on met tout ça dans une grande boîte et on dit qu'on va essayer de contrôler tout ça. Ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que ça ressemble fortement à ce qu'on trouvait quelques siècles auparavant. Je trouve qu'il y a une similarité graphique entre ces deux choses. Et on peut dire d'une certaine manière que ce domaine a transformé les concepts peu recommandables de l'alchimie en quelque chose de vraiment scientifique. Donc on est en train de faire une sorte d'alchimie des matériaux quantiques qui marche. Je vous remercie.